15 août 1960, 15 août 2024, cela fait exactement 64 ans que le Congo a accédé à l'indépendance, la création des nouveaux départements, les défis socio-économiques et politiques, le chômage, la formation des jeunes sont autant de questions que nous aborderons sur ce plateau spécial 15 août qui s'articule autour de l'évolution des institutions, les défis actuels et à venir. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Marna Mokene, elle est directrice d'information à Vox. Bienvenue, madame. Merci pour l'invitation. Un autre invité, c'est bien Albert Mianzokuta. Il est directeur de publication de la Semaine africaine, le vieux journal du pays. Oui, bonjour et bonne fête. Un plaisir, merci beaucoup de vous recevoir parce que vous devenez un habitué des plateaux Vox. Plaisir partagé. Voilà, surtout pour votre temps qui est si précieux. Et comme nous l'avions dit, il s'agit de la création des nouveaux départements, les défis socio-économiques et politiques, le chômage, la formation des jeunes, autant de questions qui font l'objet de ce plateau spécial 15 août. Mais avant tout, place d'abord à l'extrait du discours du chef de l'État, notamment son adresse à la nation et le volet responsabilité, comme le chef de l'État appelait à la responsabilité dans son discours. On suit et on revient et les journalistes sur ce plateau donneront leur lecture. Le sens de la responsabilité nous interpelle et nous rappelle aussi cette opinion d'Antoine de Saint-Exupéry lorsqu'il dit que être un homme, c'est précisément être responsable. Nous sommes tous responsables de tous. Fin de citation. Cela m'inspire de placer la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté sous le sceau de la responsabilité. Depuis lors, le relais a été pris par une génération d'aînés qui, au fur et à mesure qui se sont succédés, ont assumé ou assument leurs responsabilités dans la construction de notre pays sur fond d'une ambition patriotique, léguée aux générations montantes et futures, un Congo en paix, un Congo attractif, c'est-à-dire un Congo où il fait bon vivre, un Congo parfaitement visible dans un environnement international souvent instable. L'œuvre est passionnante et exaltante, même si elle est faite de haut et de bas. Notre pays est à certains moments confronté aux fluctuations d'un contexte économique et financier international préoccupant, la Terre étant devenue un village planétaire. Albert Mianzokuta, le chef de l'État congolais, place ici les festivités du 15 août sous le signe de la responsabilité. Que cela vous inspire? C'est-à-dire que c'est un mot qui est transversal. On peut le mettre, on peut l'appliquer à tout et à tous. Hein. On peut l'entendre comme étant une invite à une espèce de dépassement de soi pour affronter les défis du futur. Mais comme c'est un mot transversal, c'est-à-dire qu'il peut aller aussi bien à gauche qu'à droite, en vertical qu'en horizontal, eh bien, il engage beaucoup de choses. L'une des premières qui me vient à l'esprit, c'est justement cette jeunesse sur laquelle il a beaucoup parlé dans ce discours. Comment est-ce que elle peut faire preuve de responsabilité devant des gens qui parfois donnent l'impression justement de ne pas être suffisamment responsables. Des gens qui peuvent lancer des modes, des effets de mode et ne
se préoccupe pas trop de cette jeunesse qui est accusée, à raison ou à tort, d'être, comment dire, se fourvoyer dans la délinquance, de gâcher D'ailleurs, il y a dans un extrait de ce discours aussi un passage où il est dit que cette jeunesse est aussi, ça donne à la délinquance, à l'incivisme, et donc tout cela, j'ai comme l'impression que trop s'appesantir sur ce terme-là, c'est s'appesantir sur les conséquences et ne pas trop regarder les causes. Or, les causes sont Est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État, ici, n'est pas direct dans son discours quand il parle de la responsabilité, puisqu'il fait même une rétrospection pour parler des aînés et qui ont légué, et il est question aussi que cette responsabilité se répercute à tous les niveaux peut-être. Là, déjà, bon, il faut comprendre aussi. Nous sommes, je dirais pas sous le choc, mais dans l'ambiance d'un redimensionnement de l'année de la jeunesse qui avait été décrétée et dont tous nous pensions qu'elle prendrait fin à décembre de cette année. Mais voilà, on nous dit qu'elle pourrait être prolongée jusqu'à 2025, 2026. On en parlera d'ailleurs. C'est ça. Marlon Monkeni, directrice d'information à Vox Télévision. Le chef de l'État parle de la responsabilité. Est-ce que c'est un aveu d'échec? Puisque 64 ans après, le sujet à la une, c'est la responsabilité. C'est un appel collectif. Comment vous interprétez? Oui, merci, Wenceslas Mondibi. D'entrée de jeu, pour répondre à votre question, 64 ans après, il y a lieu d'exprimer au moins, de remercier, d'exprimer une gratitude, voilà, et d'exprimer ma gratitude envers les pères aînés, les pères fondateurs de la nation congolaise. Comme il a fait d'ailleurs. Oui, comme lui-même, il a fait, le président de la République. Le président de la République, il a parlé de la responsabilité. Le mot responsabilité est près de 10 fois dans son discours, à l'occasion de 64 ans de l'indépendance. Alors, la responsabilité aujourd'hui, il appelle la jeunesse aujourd'hui à s'inspirer des aînés, des anciens, à qui on a légué cette nation. S'ils n'étaient pas responsables, je crois bien que le Congo serait dans l'abîme. Et lorsque vous voyez la jeunesse actuelle, il a décrété l'année de la jeunesse, on en parlera bien sûr, mais aujourd'hui, il n'y a pas comme impression, mais la jeunesse est-elle responsable? Et donc, vous avez l'impression que le message, peut-être d'après la compréhension que vous avez, c'est que le message est orienté à la jeunesse. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir aussi cette interpellation à tous les niveaux? Oui, l'interpellation à tous les niveaux, chacun de nous, en fonction des responsabilités, en fonction de la portion des fonctions que la personne assume. Oui. Et appelé à être responsable. C'est une invite, comme a su le dit bien le doyen, qui est adressée à chacun de nous, dans tous les domaines. Nous devons être responsables. Non pas seulement que les gouvernants, non, même les gouvernés, chacun en fonction, même à la maison. Donc la responsabilité, c'est un mot qu'on peut, s'il faut épiloguer cela, c'est-à-dire qu'il faut étaler, ça va nous prendre auprès toute une journée pour expliquer, parce que ça prend des dimensions, comme disait, il y a une connotation bicéphale, comme disait le doyen même. Vous avez évoqué la trilogie de la responsabilité, ce qui sous-entend que chacun de nous, parce que le président a dit, si les anciens, ceux qui ont posé les fondements, n'étaient pas responsables, qu'allons devenir le Congo d'aujourd'hui, 64 ans après? 64 ans après, 64 ans après, on appelle ici au sens de responsabilité, certainement à tous les niveaux. Ça veut dire que le président reconnaît que même au niveau de l'exécutif, il y a un vrai problème. Et au niveau de toutes les structures de l'État, on va dire comme ça, tout le pays comme ça est pris à la volée pour dire que on doit être responsable. Si vous avez un aspect à ajouter. Non, un aspect particulier, non. Mais c'est simplement pour dire que finalement, cette jeunesse autour de laquelle nous tissons beaucoup de promesses, beaucoup de rêves, beaucoup de projets, tous plus mirobolants les uns que les autres, cette jeunesse-là, elle est appelée à être responsable, mais elle est surtout elle-même en éveil pour chercher à trouver si en face d'elle, il y a justement
des responsables. Et c'est cela qui est très important dans ce discours. Oui, dans son discours, le chef de l'État parle aussi bien de la génération montante. Après, ça reste aussi un terme un peu générique. On se dit, c'est quoi le contenu qu'il faut donner à la génération montante? Il parle des générations futures. À qui il faut léguer un pays où il fait bon vivre? On va suivre un autre extrait. On reviendra et justement, vous diriez votre lecture de ce que pense le chef de l'État de l'avenir du pays. Pour permettre à notre pays de résister au choc de l'économie mondiale, nous sommes parfois amenés à faire des réformes douloureuses et aussi à prendre des mesures dont les résultats positifs ne sont pas toujours immédiats. Mais celles-ci permettront aux générations montantes et futures de profiter des retombées de l'action des aînés. Mes chers compatriotes, l'on ne peut aller au développement sans infrastructures. Malheureusement, celles-ci sont particulièrement onéreuses. En la matière, il convient de reconnaître les efforts louables déjà consentis par le Congo et qui traduisent notre sens de responsabilité dans la modernisation de notre pays. La mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et de moderniser le pays en assumant leurs responsabilités demain. Alors, la mission des générations appelées à prendre le relais, on va dire comme ça, ces générations sont appelées ici à continuer de moderniser le pays. 2026 approche. Est-ce qu'il n'y a pas un sous-entendu dans le discours du chef de l'État? Oui, un sous-entendu, parce que Wences Mondi, vous savez, le président, il a dit, et pas avec les mots clairs, que le temps arrivé. C'est tout à fait normal de passer maintenant le relais à la jeunesse pour continuer Le développement. le développement. Et est-ce que vous êtes sûr que ce développement est perceptible aujourd'hui, cette modernisation est perceptible aujourd'hui pour que la jeunesse suive le pas? Le pouvoir public essaie un tant soit peu de poser les fondements, de poser les jalons pour que demain, cette génération future qui est appelée à prendre le relais, trouve au moins un pays avec au moins des fondamentaux, les fondamentaux des institutions, des infrastructures, comme lui-même il parle. Il dit qu'il ne peut pas, le développement est tributaire des infrastructures, le président de la République. Aujourd'hui, là, vous êtes, il y a une évidence qui est là. En 60, qu'est-ce que le pays était? Il n'y avait rien. Le Congo ressemblait à un village. Nos colonisateurs nous ont laissé, c'est-à-dire que tout ce que nous avons aujourd'hui comme infrastructure, c'est à la sueur du front des Congolais. C'est nous-mêmes, nous avons au moins posé des fondamentaux pour qu'il y ait au moins le nécessaire. Tout ce qui est infrastructure de base aujourd'hui, c'est les Congolais eux-mêmes. 60 ans après, qu'avons-nous comme infrastructure? Et aujourd'hui, 64 ans après, qu'est-ce qu'il faut le dire? S'il faut comparer les infrastructures de 60, quand le Congo a cédé la cession à la souveraineté, il y a des efforts. Il y a eu quand même, combien même que il y a la nécessité, l'impérieuse nécessité de continuer, de pérenniser, de continuer au moins à fournir des efforts pour que nous ayons au moins des efforts, des infrastructures, j'allais dire, dignes. Mais il faut reconnaître au moins que nous-mêmes, ce que nous avons comme petite infrastructure, s'il faut le dire, c'est les Congolais eux-mêmes. On nous a rien laissé comme infrastructure de base. Nous-mêmes, avec le peu, avec la volonté, avec les moyens du bord, on a essayé de construire cette nation congolaise. Monsieur Albert, on se rend compte que c'est un peu une évidence, c'est ça?
C'est un peu une évidence, dans ce sens que, Ok. effectivement, en 1960, nous n'avions peut-être même pas une dizaine de bacheliers. Et donc, aujourd'hui, 64 ans après, c'est une évidence de constater que finalement, nous avons des milliers de jeunes qui ont des bacs, ont des licences, ont des maîtrises, des doctorats. Donc ça, c'est une logique qui s'inscrit dans la marche normale de l'évolution. Je veux dire, on ne pouvait pas rester avec la même ville qui ressemblait à un gros village dans le temps aujourd'hui. Donc, si ça s'est transformé, c'était l'effort des Congolais eux-mêmes. Mais en même temps, je le dis, la population, l'opinion est appelée souvent à bouder parce qu'elle se dit, ce que nous avons, oui, c'est vrai, c'est un acquis, mais c'est peut-être un minimum. C'est peut-être un minimum seulement par rapport à ce que nous nous attendions à voir. Il y a, si nous comparons notre développement, le développement de nos infrastructures à des pays ou voisins ou frères, peut-être que nous ne sommes pas tout à fait appelés à nous gonfler les pectoraux en disant, voilà, nous l'avons fait. Je veux dire, nous avons 2 tours jumelles, oui, d'accord, mais et puis après, si un jeune justement vous dit, oui, bon, voilà, nous avons 2 tours jumelles. Mais après, moi, j'ai toujours dit, m'inscrivant en faux dans une certaine opinion, en me disant, je suis d'un certain âge, je dis, la route de Brazzaville-Pointe-Noire, c'est une chose formidable. Ça, vraiment, je le dis, parce que, bon, vous êtes jeune, vous n'avez pas connu, comme je le dis toujours, le fait d'aller et de voir son régime de bananes mûrir à Mvouti quand on veut aller le vendre à Pointe-Noire. Faute de route, faute d'accès, faute de marché, donc justement à proximité. Aujourd'hui, Brazzaville-Pointe-Noire, ça se décide en une journée, en 1 heure. Vous dites, bon, voilà, je vais à Pointe-Noire si vous avez votre voiture et vous revenez. Donc ça, c'est déjà ça. Mais, voilà, donc on ne se contentera pas d'une seule route. Ça rentre dans le cours normal. Le cours de normal des l'évolution. choses qui devaient être faites. Et c'est un exploit de l'avoir fait puisqu'il y a eu des régimes qui sont passés là, se sont arrêtés à des promesses, de simples promesses, mais bon voilà, en même temps, donc cette route-là, elle ne doit pas aujourd'hui empêcher la jeunesse de dire, bon, d'accord, mais et le travail, et le boulot, et les libertés, j'allais dire, concrètes qui font que une nation aille de l'avant. Donc tout cela, voilà, sont des choses importantes. On sait aussi que dans le message du chef d'État, Denis Sassou Nguesso, il essaie plus ou moins de laisser glisser le sujet. 2026 s'approche quand il parle du relais. Est-ce que il n'entend pas dire par là que d'ici 2026, certainement il y aura un dauphin au sein. Moi, je m'engagerai pas sur ce chemin parce que dans tous les cas, il est loisible à nos institutions de choisir le mode de transmission dont nous avons parlé, de ces responsabilités-là. Est-ce qu'on le fait en mettant en place des dirigeants plus jeunes, j'allais dire plus dynamiques, c'est pas faire offense à ceux qui sont en place. Oui, pas des générations d'ailleurs montantes, hein. Montantes. Ça, je ne sais pas, c'est à voir. Mais le président de la République est généralement subtil dans ses discours pour que nous comprenions que les mots que nous avons entendus ne ferment pas le discours. Le champ sémantique ne se clôt pas avec ce qu'il a dit. D'ailleurs, notons, à propos de sémantique, que ce discours-ci, moi, il m'a frappé aussi par le fait que, d'abord, il était court, il n'était pas long, et ensuite, il y a eu l'introduction d'expressions assez nouvelles dans la bouche du président. Donc, nous avons parlé de responsabilité. Non, ça, c'est pas nouveau. Mais les générations futures, montantes et futures. Et donc, et ensuite, nos aînés, donc voilà, c'est un discours assez rassembleur, assez œcuménique, si vous me permettez le mot. Voilà, donc, voilà, qui engage, qui laisse certainement des perspectives autres derrière. Voilà.
Marna Mankene, on va aborder avec Albert Miazokuta sur ce plateau le premier volet de cette émission. C'est vrai qu'il fallait faire un clin d'œil à ce discours du chef de l'État. On parle ici de l'évolution des institutions grâce à la loi fondamentale que nous avons actuellement. On a vu les institutions constitutionnelles naître et par exemple, on va voir le Conseil constitutionnel de la jeunesse, la société civile, des sages. Il y en a assez, on peut citer pêle-mêle. Est-ce que vous pensez que 64 ans après, il a valu le coup? Il fallait qu'on en arrive là. Oui, vous savez, la Constitution de 2015 avait prévu, il fallait mettre en place beaucoup d'organes, d'institutions d'appui à la démocratie. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que, c'est pas moi, c'est le président puis les institutions. Okay. Tous ceux qui concourent, tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel ont œuvré pour la mise en place de ces organes d'appui à la démocratie. 64 après, oui, ça permet. La question qui se pose face à la récession économique, face à la morosité économique du pays, ce sont les institutions, il faut le reconnaître, budgétivores. Est-ce qu'il y a lieu de créer des organes d'appui à la démocratie qui viennent, qui ont besoin du budget, qui ont besoin du fonctionnement et qui nécessitent vraiment qu'on puisse mettre à leur disposition beaucoup de fonds? C'est ça le problème, parce que en temps de crise, il faut non pas chercher à travailler en prenant en compte tout ce qui est moyen financier de l'État. Alors, qui dit moyen financier de l'État, il faut dire que aujourd'hui, il y a des priorités. Face à la crise, on priorise tout ce qui est priorité. Ça veut dire qu'on n'était pas obligé de matérialiser tout de suite toutes les institutions qu'on a créées par-ci par-là, parce que ça nécessite les moyens pour leur fonctionnement. Et aujourd'hui, le pays qui se retrouve aujourd'hui avec, vous avez les retraités qui ne sont pas payés, vous avez la bourse des étudiants, vous avez beaucoup de choses. Toutes les institutions de la République aujourd'hui se retrouvent dans cette situation-là. Alors, face à cette évidence-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État gère en fonction de ses moyens. Et puis, à l'impossible, nul n'est tenu, comme disent certains, comme dit un adage, on fait quoi? On laisse de côté, on dit que c'est pas une priorité, on va en parler. Le jour où on aura des moyens, l'État aura suffisamment les moyens de sa politique, on va mettre ça en œuvre. C'est ça. 64 ans après, on a toutes ces institutions constitutionnelles. Il faudrait qu'on aille quand même à la réduction, c'est ça? Je ne sais pas s'il faut aller à la réduction, parce que moi j'ai comme le sentiment que le Congo, notre pays, nos gouvernants ont réagi simplement aux pressions plus ou moins, fortes des institutions internationales, de l'ONU, de la Banque mondiale, du FMI, etc., en disant, bon, est-ce que vous avez un organisme de lutte contre la corruption? Alors voilà, on coche, oui. Est-ce que vous avez un organisme d'homologation de ceci ou de cela? Le droit de l'homme, oui, par exemple. Voilà, le droit de l'homme. Et donc, alors sur une carte, donc on mettait ils ont coché 15 cases, c'est un pays normal, etc. Mais la normalité d'un pays, ça n'est pas de mettre en place des coquilles vides. Ça n'est pas de faire fonctionner des structures, des instances qui n'obéissent qu'à la loi de l'œil des autres. Parce que chacun a sa réalité. Nous n'étions certainement, vous savez, je suis d'assez près le discours qui se tient aujourd'hui, cette guerre entre l'Occident et les pays du Sud, où l'on dit voilà, on vous oblige, on dit voilà, l'Ouganda, vous avez une loi de peine de mort contre les homosexuels, donc vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas droit à l'aide internationale. Ça arrive à ce genre d'incongruité, à ce genre de bizarrerie, qui font que la réalité d'un pays ne se mène plus. Alors nous parlons de souveraineté, d'accord, la souveraineté, mais la souveraineté, elle n'est pas seulement à être lue, elle est aussi à être vécue. Et elle est surtout à être vécue, mais en accord avec les us et coutumes donc, vous savez, le nouveau président du Sénégal a été chahuté en disant il est polygame, je dis pas que tout le monde doit être polygame, ça n'est pas la priorité, ça n'est pas. Mais si les mentalités du pays passent par là, voilà. Donc
occupons-nous de nos choses les plus urgentes et les plus concrètes. Ça veut dire qu'il y a trop d'institutions alors, 64 ans après. Trop d'institutions, selon moi. Et ça bloque le fonctionnement de Ça l'État. bloque le fonctionnement, trop d'institutions budgétivores, comme l'a dit la consoeur, budgétivores. Ça bouffe de l'argent là où nous aurions aimé être plus efficaces sur des terrains plus restreints, plus concrets, quoi. Voilà. 64 ans après, on garde la parole, Monsieur Albert garde la parole. 64 ans après, on parle aujourd'hui de la création des nouveaux départements, Kenya Lima, Djoué-les-Fini, Congo-Bangui. Là encore, un autre problème. Mais c'est la même logique, j'avais dit, c'est quoi l'enjeu, d'après vous, en tant que journaliste? Mais c'est la question que moi aussi je me pose. Donc, je veux dire, l'enjeu n'est pas tellement, bon, enfin, rapprocher les administrés de l'administration. Ça, on l'a dit depuis toujours. On l'a toujours dit, je veux dire, même en 1982, je crois, lorsqu'on a créé le département de la Cuvette, on a toujours dit ça. Ça a toujours été cela. Lorsqu'on a, comment dire, annulé ou éliminé le terme région pour le transformer en département, c'était aussi cela la logique. C'était rendre plus proche donc les institutions administratives de ce genre de la population. Mais aujourd'hui, si on en met 3 de nouvelles, il y a sans doute aussi le Niari qui attend, puisqu'on a promis l'autre jour, le ministre a dit que d'ici à 2025, le département du Niari serait scindé aussi en plusieurs morceaux. Bon, ben voilà. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme gain d'efficacité, économiquement parlant, comme bien-être, je veux dire, comme bien-être du peuple? On va marquer une courte pause et on revient pour continuer à débattre de ce sujet qui est si passionnant. Et cette fois-là, la parole sera accordée à Marna Monkene, directrice d'information à Vox Télévision. Une courte pause est observée.